Alors, effectivement, sur cet atelier, donc, on a abordé, donc le thème, c'était utiliser les traitements généralistes validés dans sa pratique clinique. Donc, en fait, on part du constat que des thérapies, des psychothérapies qui fonctionnent dans le trouble borderline et qui sont validées, il y en a. On en a beaucoup parlé ce matin, mais elles sont peu accessibles encore aujourd'hui. Du fait que voilà, elles sont coûteuses, elles demandent beaucoup de ressources en professionnel, la formation n'est pas forcément accessible. Donc aujourd'hui, en pratique, les patients y ont difficilement accès. Et ça a mené parfois à penser que seuls les professionnels formés pouvaient prendre en charge les patients concernés par le trouble borderline. Et cette idée-là, elle est bloquante parce que des professionnels non formés peuvent être réticents à prendre en charge ces patients, voire même parfois à diagnostiquer et annoncer le diagnostic, ne sachant finalement quoi proposer après. Donc l'idée, le message, c'est vraiment qu'il y a des traitements, des modèles généralistes, dont le GPM, le Good Psychiatric Management, qui permettent de proposer des soins de première ligne sur des principes assez simples et que si on les respecte, on va pouvoir apporter une amélioration et un soin de qualité pour le patient. Donc aujourd'hui, on a bénéficié de cette présentation par le docteur Blais et Madame Céline Pesson, qui est patiente experte. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle est partie. Et donc, pour nous présenter les principes généraux à respecter dans la prise en charge généraliste pour le trouble borderline. Donc, il y en a 6 que je vais vous présenter. Le premier, c'est être actif sans être réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reçoit un patient, quand on est face à un patient, il ne faut pas être dans une posture passive, il faut proposer des choses, il faut réagir, dire les choses que l'on trouve inquiétants, les éléments que l'on trouve positifs, pouvoir les verbaliser et en même temps sans être dans une surréaction qui va être vraiment délétère si, dès qu'on entend parler d'une idée suicidaire, par exemple, on va proposer une hospitalisation. Ça va être délétère pour le patient. Donc, toujours trouver la juste distance entre ces deux éléments-là. Le deuxième principe, c'est la validation empathique. Donc, ça, c'est vraiment la base de la relation thérapeutique avec le patient. On ne va pas penser à la place de l'autre. Il faut toujours être en train de s'intéresser à qu'est-ce que vit la personne en fait qui est en face de moi. Essayer de comprendre comment elle vit, comment elle ressent les choses, pour aussi que la personne puisse se sentir comprise dans ses difficultés. Cette étape, elle est indispensable. Sinon, s'il n'y a pas ce socle, on ne va pas pouvoir induire le changement et proposer le changement pour le patient. Tout ça en faisant attention, bien sûr, de ne pas valider des comportements qui seraient dysfonctionnels comme des comportements autodommageables. Ensuite, le troisième principe, c'est que la relation thérapeutique, elle est réelle et professionnelle. Donc, les deux sont importants. Elle est réelle, c'est-à-dire que elle est bien là. Ça doit être une relation de bienveillance, une relation chaleureuse thérapeutique avec une confiance qui est induite, mais elle est professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un cadre thérapeutique. On doit poser des limites, rester dans une relation thérapeutique avec les patients. Le quatrième principe, très important, c'est que notre cible thérapeutique, c'est la vie en dehors du traitement. Bien sûr, à un moment, on va s'intéresser aux symptômes, on va parler des symptômes, mais l'objectif, c'est que la personne puisse remplir ses objectifs, avoir une vie hors du traitement, une bonne qualité de vie, investir des choses, des activités, des hobbies, des études, du bénévolat, les relations avec les autres, la vie professionnelle. Tout ça, c'est vraiment notre cible, c'est le plus important. Ensuite, le cinquième principe, c'est de responsabiliser les patients. Donc nous, notre responsabilité, c'est d'induire un cadre thérapeutique, une relation thérapeutique qui sera favorable pour les patients. Mais eux, après, leur responsabilité, c'est aussi de se saisir des stratégies qu'on propose, d'essayer de les mettre en place. Et en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et le dernier principe, le sixième principe, c'est que le changement, il est attendu. On attend du changement dans la thérapie. On ne peut pas se satisfaire en fait de mettre en place des choses et au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, si rien ne bouge, on doit se remettre en question, on doit en parler avec le patient, on doit aborder les choses. C'est vraiment l'objectif qu'on attend des interventions qu'on va pouvoir proposer. Voilà, donc après ces 6 principes, vraiment le message clé, c'est qu'on peut tous faire des choses. Tous les professionnels peuvent intervenir en suivant ces principes, pas que les professionnels formés, et même pour aller plus loin, les proches aidants aussi
ont leur place, ou la scolarité, les personnes qui interviennent auprès de la personne concernée. Tout le monde a son rôle et voilà, on doit se remettre en question dans la façon dont on accueille ses patients, et on est loin d'être impuissant, on peut toujours proposer quelque chose. Donc si ça vous intéresse, formation au GPM, le module sur le site de Harvard University qui est en anglais mais sous-titré en français pour ceux qui souhaiteraient le poursuivre. Et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Céline. J'appelle la deuxième secrétaire, Marie-Alix, du coup. Marie-Alix de Souly est psychologue aussi dans l'unité CARE de l'hôpital Édouard Herriot, dans le service du professeur Poulet, et thérapeute TCD, neuropsychologue. Elle va nous présenter l'atelier numéro 2, implémenter un modèle d'intervention précoce pour le trouble de personnalité limite, qui était avec Clémentine Estric et Argine. Marie-Alix, tu as 5 minutes. C'est parti, 5 minutes, chronométrez-moi. Du coup, donc on a eu la chance pendant un petit peu moins de 2 heures d'avoir le temps d'échanger sur ces enjeux d'intervention précoce, donc sur les 15-25 ans. En sachant qu'on a débuté avec un dessin animé réalisé par une patiente usagère du docteur Estric qui est devenue graphiste et qui a choisi qui a fait la démarche de créer une animation autour de son vécu du trouble borderline, la partie diagnostic et tout ce qu'elle a pu mettre en place pour son rétablissement, ses soins, la vie qu'elle a actuellement, et qui était effectivement marquant, je pense, de sincérité, de vulgarisation finalement du trouble borderline, et d'espoir aussi, et de beauté évidemment. C'était très, très joli. Donc on a ouvert sur cette animation, sur ce dessin animé, puis en essayant de regrouper un petit peu les différentes choses qu'on s'est dites pendant tout ce temps où on a pu interagir, il y avait un premier point autour de la question du diagnostic, effectivement chez les jeunes, puisque l'intervention précoce n'est possible que si on a un petit peu ciblé de quoi on parle et de ce qui se passe pour le jeune, la jeune. Sur le diagnostic, on a pas mal parlé du modèle du staging, donc cette idée qu'il y aurait des niveaux de sévérité dans les troubles et dans le trouble borderline, avec essentiellement les questions de retentissement fonctionnel, avec l'enjeu de pouvoir faire une évaluation assez complète au niveau environnemental, professionnel, familial, social, de comment le jeune est impacté dans son quotidien, tout en ayant une vigilance par rapport à la détresse verbalisée. Grâce à Argine, Uludeg Martin et certaines interventions, on s'est aussi dit que certaines personnes étaient moins agissantes, mais que pour autant, le sentiment de détresse pouvait être très, très intense. Donc, en tenant compte aussi de cela pour ne pas passer non plus à côté de personnes qui auraient juste une symptomatologie et des comportements différents, avec pour autant un fonctionnement profond qui serait motivé par les mêmes souffrances. Dans la question du diagnostic, on s'est reparlé de la complexité qu'on avait déjà un petit peu évoquée précédemment, avec une nuance qui est aussi liée à la formation et à la spécificité professionnelle du docteur Estric, qui est l'enjeu neurocognitif aussi dans le trouble borderline, avec des difficultés dans les fonctions exécutives, attentionnelles, beaucoup de difficultés d'impulsivité aussi, qui vont nous faire revenir aussi sur peut-être pourquoi est-ce qu'il faut une prise en charge spécifique aussi pour ces jeunes. Dans le diagnostic, évidemment, pouvoir prendre en compte des enjeux socioculturels, l'adversité précoce, que ça soit lié à du traumatisme, à des invalidations ou d'autres choses, plus ou moins perceptibles. On a parlé de contexte historique, de contexte culturel, avec 6 fois plus de troubles borderline dans les milieux défavorisés, par exemple. L'enjeu transdiagnostic, donc pouvoir faire un diagnostic très complet finalement. Et j'ai beaucoup aimé le terme dans l'exagération et la stigmatisation qu'il y a autour du trouble borderline de soft bigotry of low expectation, qui serait donc cet enjeu, alors pour les Australiens qui ont nommé ça, du fait de stigmatiser et de délaisser en fait le diagnostic et la prise en charge des jeunes, parce que ce serait un trouble un petit peu suranné, des patients trop résistants de toute façon, trop complexes, et que donc ça ne vaut pas trop la peine finalement de s'investir dans ces troubles-là. Alors qu'on sait répéter les chiffres et la complexité de ce trouble qui justifie quand même que les
pouvoirs de santé publique s'y attellent. Et nous aussi, dans notre formation, l'accueil qu'on peut donner aux urgences, notre manière d'être en tant que personne et que soignant. Sur la question du rétablissement, on s'est parlé effectivement des enjeux neurocognitifs qu'il pouvait y avoir chez les jeunes, des difficultés pour la famille, la fratrie à entourer et à s'adapter et s'ajuster, mais aussi prendre soin d'eux, y compris pour les professionnels, hein, face à ces difficultés, à ces troubles. Rapidement, on s'est parlé de la surexpression de la honte qui pouvait être quelque chose qui potentialise et qui majore les difficultés et les crises comportementales pour les personnes avec troubles borderline. Ensuite, au niveau des prises en charge, on s'est parlé de l'intérêt des hospitalisations plus courtes, de façon générale, qui sont les moins délétères et les plus utiles pour les jeunes. D'avoir des prises en charge plus spécifiques, avec cette idée que la psychothérapie, c'est bien et ce n'est pas suffisant non plus, et qu'il y a un gros gap. On a fait la comparaison avec le glaçage d'un gâteau, donc on teste plein de glaçages différents, c'est chouette, ça rajoute quelque chose, ça fait du bien. Mais par contre, si on n'a pas compris le fond du problème et qu'on on ne cherche pas d'autres alternatives thérapeutiques, en fait, on va en rester avec la psychothérapie qui, aussi utile soit-elle, n'aura toujours pour l'instant que des niveaux de preuve modérés. Pour répondre à ces difficultés et à cette spécificité chez les jeunes, c'est la fin. Le docteur Estrik nous a parlé du modèle HYPE qu'elle a mené et qu'elle a ramené d'Australie avec ses collègues, où pour répondre aux spécificités des besoins des jeunes, il y a des enjeux, alors qui ne sont pas le cas à Nîmes, mais d'ergothérapie. On s'est parlé d'autres centres qui pouvaient prévoir cela parce que du fait de l'instabilité, des crises fréquentes, des difficultés à pouvoir s'investir dans les psychothérapies pour les adultes. Et en fait, les jeunes ne peuvent pas avoir le même modèle que les adultes. Donc, il y a des interventions de job coaching, de case management, de plans de soins individualisés. Vous avez même un psy-truck qui fait le tour en fait de Nîmes pour aller au plus proche des jeunes. Et tout cela pour garder l'enjeu d'avoir une vie qui va avoir du sens pour des jeunes qui malheureusement ne correspondraient pas à ce qui existe déjà dans la prise en charge du trouble borderline. Et une petite spécificité, à Nîmes, nos chers collègues recherchent un proche aidant ou un père aidant. Il y a un poste qui se libère, donc si jamais certaines d'entre vous ont connaissance de cela, il y a une super équipe à rejoindre. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Alix. J'appelle le secrétariat du 3e atelier. Ok. Donc, le docteur Rémi Klein va nous parler de son atelier, donc, qui était l'atelier Optimiser ses prescriptions pharmacologiques. Rémi Klein est psychiatre à Toulouse, si je ne m'abuse. Dans l'Aude. Je vous laisse la parole, Rémi, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas l'atelier le plus facile, hein, parce que parler des médicaments après une journée comme aujourd'hui, c'est le challenge. Ceci étant dit, on parle aujourd'hui des innovations. Alors, il n'y a pas de médicaments qui sont des innovations, mais peut-être pour être un peu disruptif, ce qu'on peut discuter, c'est le regard qu'on a sur les médicaments. Alors, pourquoi? On sait que 90% des patients ont un traitement psychotrope. Ça, c'est une donnée mondiale. On peut faire baisser un peu ça par des interventions spécialisées, mais ça a toujours été le cas et pour l'instant, c'est le cas. Le discours dans les années 2000, c'était « c'est super ». Et vous aviez des magnifiques tableaux qui prescrivaient en fonction des symptômes des traitements. D'accord? C'était la lune de miel. Et comme toute lune de miel, il y a le coup de revers, c'est-à-dire qu'à partir des années 2008-2009, avec la NICE, ça a été la diabolisation des médicaments. Diabolisation, en tout cas un regard très négatif. Et il semblerait qu'on soit maintenant sur une position un peu plus médiane avec l'APA, notamment de l'an dernier, qui n'exclut pas la prescription, mais sous condition, notamment de savoir ce qu'on traite ou pas. Alors, dans ce contexte, qu'on a travaillé dans l'atelier, c'est un modèle de prescription, en disant que ce n'est pas l'idée de prescrire moins, c'est de prescrire mieux. Et du coup, ce modèle s'appuie sur 3 étapes, qui est d'abord le modèle d'une anamnèse médicamenteuse complète, c'est-à-dire voir ce qui a été fait et quels en sont les résultats.
Deuxièmement, c'est le choix d'une prescription, je dirais, complexe et individualisée. Alors le concept dans cette condition, c'était de se dire au fond qu'il y a bon an mal an 5 paramètres qu'on va étudier lorsqu'on prescrit. Il y a la question centrale qui est celle des comorbidités. Parce que la question pour moi, c'est pas est-ce qu'il faut prescrire ou pas, c'est quel effet ont les médicaments qu'on prescrit sur le trouble borderline. Parce que de toute façon, les patients ont 90% de comorbidité, ils auront un traitement. Donc, quel effet a ce traitement sur les troubles? Première dimension, les comorbidités. Deuxième dimension, c'est l'impact sur les symptômes. On a des symptômes sur lesquels les traitements ne font rien. Potentiellement, certains traitements peuvent aggraver certains symptômes. Pas toujours, mais parfois. On parle des benzos souvent, bien qu'il y ait une seule étude de 88 dessus. Et après, si on a un petit effet, c'est sur la dimension émotionnelle, notamment la colère et la labilité émotionnelle, sur les troubles cognitifs perceptuels, à un moindre degré avec la stabilité relationnelle. Donc le deuxième paramètre, c'est l'effet sur les symptômes. Le troisième, c'est les effets somatiques. Petite précision, ne confondons pas effets indésirables et secondaires, disent les pharmacos. C'est-à-dire un psychotrope qu'on va prescrire peut avoir bien sûr, et on le sait, des effets négatifs au niveau corporel, mais aussi positifs. Je pense aux troubles douloureux, par exemple. Je pense aux migraines. La douleur est un enjeu pour les patients avec des troubles borderline. Donc juste l'idée, c'est pas de dire les traitements, c'est l'obésité, c'est plus compliqué que ça. Quatrième dimension, c'est l'impact sur la vision qu'a le patient de son trouble et sur la relation. Ça, Gunderson l'a beaucoup décrit, justement. Un traitement peut être contenant, mais il peut aussi être externalisant. C'est-à-dire que le patient va dire « je ne vais pas bien », c'est parce qu'il n'y a pas le bon médicament. Et la cinquième colonne de la matrice, c'est les risques pour la sécurité, c'est-à-dire le risque en cas d'intoxication aiguë et les risques de mésusage. Donc première étape, c'est l'anamnèse. Deuxième étape, c'est un choix complexe multiparamétrique, ça fait une sorte de matrice 5x2. Et le troisième, c'est le monitorage, c'est-à-dire comme les Anglais le font souvent, quand on prescrit, on se dit qu'est-ce qu'on surveille, quand est-ce qu'on évalue l'efficacité et avec quoi on évalue l'efficacité. Voilà, donc pas prescrire moins, mais prescrire mieux. Et l'idée d'avoir une vision globale et complexe de la prescription. Merci, c'est très très bien résumé en 5 minutes, je suis très impressionné. Je ne vous aurais pas dit mieux en 1 heure. Merci beaucoup. Et le secrétariat de l'atelier 4, qui est le docteur Kayol, que on ne présente plus, atelier 4 qui était sur améliorer son intervention de l'urgence à l'hospitalisation, réalisé par Charline Magnin. Donc Martin m'a dit que j'avais 45 minutes, je crois, parce que vous êtes en pleine forme. Ah, il y a des yeux qui s'écarquillent. Non, je vais vous le faire en 2 minutes. On va aller sur les points essentiels. C'était un atelier qui était très animé. Donc, Dr Magnin en était l'animatrice principale, secondée par Oran, donc qui nous a amené le vécu expérientiel. Puis on avait la chance d'avoir dans l'atelier des familles et des professionnels de différentes disciplines. Donc, c'était interdisciplinaire. Dans l'atelier, on a traité 2 patients parce que nous, on était efficaces dans cet atelier. Donc, on n'a pas seulement parlé, on a traité des gens. On a traité Julie, 18 ans, qui est arrivée aux urgences pour des idées suicidaires. Et les 2 grands axes elle était un petit peu réfractaire à l'arrivée, Julie. Et donc, les 2 grands axes qu'on a utilisés pour aider cette jeune femme, c'était de travailler sur la relation avec comme message principal, je crois, les questions de validation. Avec Dr Magnin, nous proposait de retenir les 4 R pour recontextualiser, c'est-à-dire faire attention à ce qui se passe autour du patient, reformuler, résumer, renforcer. Donc des stratégies relationnelles pour créer du lien et entamer un travail avec la personne. Et de l'autre côté, des outils, donc les outils qui étaient proposés, l'évaluation du risque suicidaire, urgence, dangerosité, risque, on a parlé de psychoéducation, et on a parlé du contrat négocié, c'est-à-dire de comment organiser un soin négocié en fonction des différentes contraintes. Dans les éléments personnellement qui étaient plus... des idées, j'allais dire, à creuser. Il y avait la question de la gestion de l'attente, avec comment donner de l'attention à la personne pendant qu'elle attend sa consultation. Donc ça, c'était Julie. Elle était très satisfaite de la consultation. Elle est repartie bien mieux. Et après, on a eu Laura. Laura, elle était en hospitalisation. C'était un petit peu compliqué parce que Laura, elle se scarifiait pendant les transmissions.
Et vous savez que les patients font exprès de se scarifier pendant les transmissions. C'est comme, ils font exprès. En tout cas, c'est ce que pensait l'infirmière, qui était un peu exaspérée par le comportement de Laura. Et donc, c'était l'occasion de souligner probablement le levier principal que nous a amené Dr Magnien, à savoir la dialectique, et donc de penser les choses en termes de validation et de changement, et de penser les choses en termes de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et d'aborder les choses comme ça avec l'équipe, notamment de ne pas oublier de valider l'infirmière qui a ses émotions elle-même, et puis d'aller vers du changement avec l'équipe et la patiente. Donc l'infirmière est repartie, je pense, très satisfaite en retrouvant un élan de soins, et Laura était presque guérie. Donc c'est ce que nous avons fait dans notre atelier. Merci. Merci, bravo pour le succès thérapeutique. Bravo pour le succès thérapeutique de Laura. Bon, la journée est terminée. Un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. C'était très riche, on espère que ça vous a plu. On reste disponible un peu pour quelques questions. Et puis sinon, encore une fois, un grand merci. Et puis on espère vous avoir convaincu de l'importance de s'intéresser à ce trouble. Et je crois qu'Argine, tu veux dire un petit mot. Un grand merci surtout à tout l'ensemble des personnes présentes et puis au comité scientifique et à Lionel qui ont pu permettre à cette journée de voir le jour. Et c'est pas peu dire que c'était beaucoup d'implication de la part de toutes et tous. Donc bravo et merci pour cette journée. Et particulièrement Lionel, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il a tout organisé. Bravo. Merci aussi d'avoir pu inclure des personnes concernées dans l'organisation et dans les prises de parole de cette journée, sans qui ça n'aurait pas forcément de sens de s'investir si elle n'avait pas droit au chapitre. Donc merci beaucoup aussi pour ça.